Nous accueillons à présent Nicole Mouton. Elle vient nous parler d'un spectacle. Bonsoir Nicole Mouton. Bonsoir, Jasmine. Alors, quel spectacle ? Alors, je viens vous parler du Sacre du Printemps. C'est un spectacle qui va avoir lieu le 5 mai au Théâtre Canter dans l'université du Mouffia. C'est un spectacle qu'on prépare depuis 6 mois avec une trentaine de personnes, d'adultes et de grands ados. Le Sacre du Printemps, c'est quelque chose de particulier ? C'est un phénomène, c'est plus que particulier. C'était le clivage entre la danse classique et la danse moderne. Ce sont les ballets russes de Diaghilev qui ont monté ce ballet. Donc c'était le 29 mai 1913 aux Champs-Élysées. On va juste rappeler que le classicisme russe a toujours été parmi ceux qui ont marqué, surtout si on pense à Tchaïkovski, on pense à Casse-Noisette, entre autres. La question, c'est qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce spectacle ? J'ai voulu reconstituer, c'était une version qui n'avait plus de traces, qui n'a pas été écrite. C'est une version donc qui a eu lieu que 8 fois, qui a provoqué un vrai scandale lorsqu'elle a eu lieu la première fois, parce qu'elle était tellement moderne, elle était trop d'avant-garde. Et lorsqu'ils sont apparus sur scène, avec les costumes qui n'étaient pas du tout des tutus et tout ce que le public attendait à l'époque, et qui étaient très friands, puisque les ballets russes étaient en pleine explosion. Donc, lorsque le spectacle a eu lieu la première fois, ça a été un vrai scandale. Il a eu lieu où, ce spectacle ? Au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et allez-y, ça me fait penser. Non, parce que le mariage de Russes et Français a toujours été quelque chose de particulier. C'est pour ça que je disais que Paris, à ce moment-là, à nouveau. Ils étaient fans, ils étaient des grands admirateurs. Surtout que Diaghilev s'entourait vraiment de génies, que ce soit au point de vue costume, musique. Il cherchait les gens les plus talentueux. Donc à l'époque, c'était vraiment une bombe. Les gens se battaient pour aller voir les ballets russes. Et lorsqu'ils ont sorti le Sacre du Printemps, qui était quelque chose... il faut savoir que Stravinsky travaillait pour les ballets russes, que Nijinsky était le danseur que tout le monde voulait voir, qui était presque un ange, qui finalement, c'est que des références, hein. Igor Stravinsky, Nijinsky, je veux dire, c'est que des gens qui ont vraiment marqué, ne serait-ce qu'avec le Phénix de Stravinsky, ça reste des... Oui, mais Stravinsky avec une musique très particulière, qui était multirythmique. Alors, personne voulait danser. Voilà, justement, elle était plus rythmique ou plus militaire finalement ? Elle était multirythmique, c'est-à-dire que des comptes de 11, 7, 4, ça change tout le temps. D'accord. On ne peut pas s'adapter. Tous les danseurs qui avaient l'habitude de danser sur 8 ans étaient vraiment très bloqués. Une révolution en quelque sorte. C'était la révolution contemporaine. C'est le ballet qui a donné naissance au contemporain. En plus, les costumes de Rorik étaient très guindés, parce que les costumes reflétaient, donc, c'était les vrais costumes de l'époque de ce peuple de Sibérie, qui étaient des robes droites, les cols très fermés, parce qu'il fallait pas que le mâle rentre dans les robes, donc tout était fermé. Donc c'était impossible de faire des arabesques, des développés, des grands jetés, tout était limité. Et Nijinsky, qui avait que 24 ans à l'époque, a eu le génie aussi de faire danser les danseurs comme les paysans de l'époque. Comme les tenues, il s'est inspiré complètement de toutes ces postures des paysans. Et puis les tenues traditionnelles aussi. Chaque tenue représentait bien sûr une région, représentait une tradition, je suppose. Non, c'était vraiment tous les gens du village. Non, dans chaque... Pas dans ce ballet-là, mais je veux dire que lorsqu'on veut révolutionner, on essaye quand même de donner la parole au peuple. Ah, tout à fait, oui. Mais là, c'était carrément... C'était plus... c'était une grande empathie. Il s'est complètement investi dans les costumes. On a tout le village, on a la sorcière, on a les enfants, on a les jeunes hommes, les femmes, les sages, l'ancêtre qui a 300 ans, parce qu'à l'époque, on s'était permis de vivre très vieux. C'était cette époque où les gens fabriquaient de l'or et savaient le faire, où ils pouvaient se permettre d'avoir des couronnes en or. Tout était... c'était vraiment une époque... D'ailleurs, sur eux, en plus de leur robe guindée, ils avaient beaucoup de symboles, plein d'amulettes, de talismans. J'allais dire de bijoux, mais bon, apparemment, c'est... Les bijoux, ils en avaient aussi plein, mais c'était toujours des objets très protecteurs contre le mal. D'accord. C'est bon, ça a été une grande contrainte pour Nijinsky de se retrouver face à ces costumes et d'imaginer la chorégraphie. La musique et les costumes ont été faits avant qu'il décide la chorégraphie. Et puis c'était un petit peu aussi dans un paradoxe, parce que là, il fallait faire partie... Il fallait montrer
j'allais dire ce qu'on voit pas, le monde invisible de ces gens-là aussi. Tout à fait. Là, c'était une révolution parce que ça montrait la vraie vie, le vrai peuple, les vrais mouvements du peuple. Et les croyances. Et les croyances. Ça fait que même dans tout ce qui était de sa chorégraphie, il n'a pas pu faire déporter des rapprochements corps à corps, tout ce qu'il pouvait faire dans les autres ballets, parce qu'il y avait tous ces symboles sur eux. C'était limité. Par contre, il a inventé les chutes. C'est les premières chutes qu'on a fait sur scène. C'est Nijinsky qui les a inventées en 1913, où il a habitué les gens à aller au sol, parce que les paysans fatigués, ils se couchaient très vite. Donc, ils tombaient au sol très vite, facilement, dès qu'ils avaient besoin de dormir un petit peu. Bon. Et il y avait aussi, donc, il a inventé des sauts avec les jambes en dedans, alors que tout le monde s'appliquait à être très en dehors. Et chaque personnage travaille en plus sur un instrument de musique, de la partition de Stravinsky. Chaque groupe, les enfants, les ados, les femmes, les hommes, les sages, chacun a sa place sur un instrument. À l'époque, il y avait en plus des instruments qui ne sont plus utilisés actuellement, comme le basson, le piccolo, enfin des choses qu'on ne trouve plus. Il y aura un balaïka dans le spectacle ? Non. Alors, ma question, c'est comment faire un spectacle à partir de tout ce que vous avez dit, le faire ici à La Réunion avec des comédiens de La Réunion, avec des mentalités totalement différentes, parce que quelque part, dans ce que voulaient dénoncer les auteurs de l'époque, il y avait aussi la misère, il y avait aussi le pouvoir qui était très présent. C'était, on va dire, puisqu'on parle de 1913, il faut savoir que la révolution d'octobre, c'est 4 ans plus tard, 1917. Donc, on voit quand même, il y a un peuple qui essayait d'envoyer un message. Et comment, dans le spectacle qui sera produit ici, comment vous avez réussi à essayer de montrer que à travers la culture, il y a aussi des messages? Oui, c'est le message de la vie, c'est le message de l'éternité, c'est le message de l'amour, parce que tout le monde... ce sont des parents d'élèves ensemble qui se sont tous regroupés pour monter Enfin, j'ai lancé l'idée, j'ai dit j'ai envie de faire ça, j'ai demandé à certains parents d'élèves si s'étaient intéressés, et vraiment je me suis retrouvée avec un groupe, ce sont des diamants ces gens-là. Ils se sont tous regroupés, ils sont venus répéter, c'était pas facile parce qu'ils travaillent, ils ont des enfants et tout, on s'est quand même trouvé avec une trentaine de personnes. Et chacun s'est investi dans ses rôles de groupe. Bon, on n'a pas bu de la vodka à chaque fois pour se mettre dans l'ambiance, mais ça aurait pu. Mais tout le monde s'y est mis, est venu faire les costumes, et en respectant les règles. On n'a pas pu reproduire les costumes de Rory, mais en respectant les règles, quoi. C'était des costumes restreints, qui contraignaient à rester dans une certaine posture. Donc c'est vraiment, je ne sais pas comment j'ai réussi ça. Je crois qu'on a réussi ensemble. Et c'est pas juste réunionnais, c'est qu'on avait tous envie de percer ce mystère du Sacre du Printemps. Vous avez fait appel à des costumiers ou costumières spécialisés dans les tenues pas du tout. Russes ou pas? Pas du tout. J'ai des origines russes, donc j'étais déjà très... Mon grand-père est russe. Très imprégné déjà, donc. Donc, il s'appelle Voloshenko. Ah oui, c'est très long. C'est un nom très français aussi, d'ailleurs. Ma mère est très russe aussi, donc j'ai ça un petit peu depuis toujours. Vous êtes de l'association franco-russe Non, je ne la connaissais pas, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup Mais il y a une association franco-russe que j'ai eu l'occasion de recevoir ici. J'ai eu l'occasion d'aller à une soirée franco-russe, d'ailleurs une soirée russe, tout simplement, et de goûter à la soupe. Ah oui. Entre autres. Est-ce que cette culture russe, est-ce que ça sera... On le verra à travers le spectacle? Oui. Oui, bien sûr. On va voir la culture russe, pas dans son ensemble, parce que c'est immense. C'est comme si je parlais de la culture réunionnaise. Il y a tellement de choses. Oui. Mais de cette époque, dans cette région de la Russie, en Sibérie, le peuple yakoute, qui avait des tas de savoirs et de connaissances qu'on ignore, qui sont perdus depuis des millénaires maintenant, que ce soit sur tout ce qui est psy, tout ce qui est parallèle, tout ça. C'est pour ça que l'ancêtre, qui a 300 ans, fait de la
télékinésie. Enfin, il peut, Ah, oui, mais tout ça, bon, ce sont des mots modernes. Mais à l'époque, c'était commun. À l'époque, tout le monde savait se servir de tous ces sens, de tous les sens qu'on a perdus. bon, c'est vrai que vu le climat qu'il y avait en Sibérie, vu l'amusement qui était possible à ce moment-là, il est évident qu'il fallait bien trouver quelque chose pour développer ce que nous sommes, chaque individu. Et il est important de dire aussi que c'est vrai que ce peuple russe qui est proche, je suis pas sûr de la carte, mais qui est plus asiatique qu'européen, avait quand même beaucoup à montrer et surtout, on ne les traitait pas non plus comme les autres. Mais ils étaient un peu dans leur bulle aussi, parce que il y avait pas beaucoup de touristes en Sibérie à cette époque-là. Donc ils Il n'y en a pas plus aujourd'hui, hein, je peux vous rassurer. Non, non. Et c'est vrai que quand un beau printemps en Sibérie, c'était un événement, plus que si on a un beau printemps à La Réunion. C'était vraiment un événement. C'est pour ça qu'il y a eu ce sacre. Parce que pour Alors, revenir. ce sacre du printemps en Sibérie, comment vous l'avez mis en scène? Comment vous avez essayé de faire sentir que ce moment-là, ce printemps-là, parce qu'il était un vrai printemps en Sibérie, il avait toute son importance? Chacun, enfin, je me suis inspirée déjà de tout ce qui avait été fait. J'ai bien dû refaire des tas de recherches dans les archives et dans des témoignages que j'ai pu retrouver sur Internet et des choses comme ça, et des lettres qui ont été écrites. En fait, il fallait pas faire la reconstruction à partir de photos, il fallait faire la reconstruction à partir d'intentions et rechercher les raisonnements de Nijinsky. Et pourquoi? Et les contraintes. Donc, les contraintes, c'était cette musique qui était complètement révolutionnaire à l'époque, et Stravinsky a travaillé avec Diaghilev jusqu'à la fin, donc ils ont monté ensemble des tas de ballets. Il a fallu... j'ai recherché toutes les contraintes qu'avait Nijinsky, et d'après l'esprit russe, comment il a pu remonter tous les défis. En inventant des nouveaux pas, en inventant des nouveaux déplacements, et surtout en faisant ces petits déplacements de groupe, que les filles restaient ensemble, les garçons ensemble, les jeunes ensemble, les vieux ensemble, en faisant ces déplacements de groupe. Et tout ça se croise et s'entrecroise tout le temps. Mais chaque groupe, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de se débarrasser de son groupe, il est rattrapé. Donc, c'est des tableaux de la vie de tous les jours, c'est des tableaux de tradition qu'il faut montrer, et montrer aussi, j'allais dire, au-delà d'une manière, un art de vivre. Un art de vivre, mais c'est aussi... c'est une très courte période. C'est le petit moment où ils font la fête parce qu'il y a eu un printemps exceptionnel et ils vont être obligés de faire un sacrifice pour tuer une jeune vierge. Il va falloir la choisir. Donc, ça fait partie de leur coutume. C'est normal. Tout le monde le sait. Bah, évidemment, quand ça tombe sur soi, on n'est pas trop content. Non, on aimerait changer de signe de zodiaque à ce moment-là. On n'aimerait plus être vierge, on voudrait être gémeaux. La question, Nicole Mouton, c'est que le spectacle est prévu le 5 mai, samedi, à 19h, au Théâtre Canter. Il y a de la place. Voilà, les billets sont en vente sur place. D'accord. Ma question, c'est, pour vous, quelle est la part de ce que vous avez de russe en vous, que vous avez essayé de projeter dans ce spectacle? Alors, je pense que ça va le traverser tout le long. Je crois que c'est mon sens de la perfection, ma discipline, ma passion. Je crois que c'est ma passion que tous les gens qui ont travaillé avec moi ont ressenti, tant bien que mal, parce que je suis très exigeante, mais j'aime beaucoup la vie, donc je pense que c'est quelque chose qui va... J'avais vraiment ce point d'honneur à essayer de retranscrire cette vraie partie, ce petit passage qui est si anodin pour eux. Pas anodin, parce que c'est jamais anodin de tuer quelqu'un, de faire mourir quelqu'un, parce qu'en fait, elle meurt de peur, donc, parce qu'il y a tout le monde autour d'elle et que c'est insoutenable. Et j'ai essayé d'être le plus vrai possible. Voilà. Comment ceux qui jouent dans ce spectacle, comment eux ont découvert je dirais la culture russe, les traditions, comment eux ont vécu ça avec vous, et hormis la vodka qui a sans doute donné un peu d'entrain, comment ça s'est passé? On a dilué. La vodka? Non, malheureusement. Mais tout a été dilué dans les informations. C'était trop difficile de tout d'un coup d'emblée dire bon, on va faire comme ça, on va tout rénover, on va ressortir les vraies racines, la vraie chose.
on va sortir la vraie bête. Donc tout doucement, déjà en visionnant ensemble des tas de choses qui avaient été faites, en s'appropriant des personnages, des rôles. Ils sont venus s'habiller tous avec les couleurs qu'ils devaient porter, parce que chaque groupe, suivant chaque instrument, porte une couleur différente. Ça, c'était ce qui était fixé à la base. Et c'était comme ça apparemment dans ce village. Et donc, chacun arrivait habillé avec le t-shirt de sa couleur. Chacun savait avec qui, dans quel groupe il était. D'accord. Et voilà, je sais plus. Alors, je vais revenir là-dessus. Comment ils ont vécu cette expérience-là, ces répétitions? Comment ils ont entre eux ce qu'ils sont, les comédiens? Est-ce que vous leur avez demandé comment ils ont Ils ont réussi la ils ont été transition? magnifiques, ils ont fait tout jusqu'au bout, tout ce que je demandais, et je demandais le contraire le lendemain, ils le faisaient, et je changeais, parce que ça n'allait pas suffisamment bien sur la musique, il fallait enlever des pas, en rajouter. Les groupes, il fallait que ça soit bien fluide, tous les déplacements. Donc, Ils ont en tout cas suivi. ils ont tous suivi. Ça, c'est l'avantage d'avoir choisi je des sais- femmes mariées. Il faut toujours s'adapter. Je reviens sur... Il y a des hommes et des hommes Ah bah, qui ont ça la joue aussi. quarantaine, qui assurent. Ça joue aussi. Ils ont- Qui peut-être ont montré même l'exemple de L'adaptation. d'adaptation et Combien de comédiens dans le spectacle? Il y a 30 personnes, 32 exactement, 32 personnes pour un spectacle qui va durer combien de temps? une demi-heure. Une- Une demi-heure, mais c'est une demi-heure en 2 tableaux, donc c'est un typlique, donc qui va durer une demi-heure, ouais, c'est ça. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment, il y a 2 parties, donc une qui fait 18 minutes et l'autre qui fait la différence. Et donc ça va. 12. Merci. Et je reviens à ça. Qu'est-ce que le spectateur, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va découvrir, qu'est-ce qu'il va apprécier, Je ou crois qu'est-ce qu'il qui va le surprendre? Il va prendre une douche de... C'est un spectacle vraiment inhabituel, hein. C'est vraiment un spectacle inhabituel. Il y a des déplacements constants, et puis il y a des choses à interpréter en permanence, et qui sont facilement interprétables. C'est pas simplement l'imagination. Donc ils vont prendre vraiment cette vie-là, bam, ils vont faire une immersion totale dans ce village qui fait un sacrifice humain, et ils vont contribuer presque au sacrifice, parce que c'est... Et puis il y a plein de choses que je voudrais expliquer aussi, c'est les sauts. On se demande pourquoi l'élu qui finalement va mourir, pourquoi elle saute comme ça. Mais parce que dans les autres versions, on ne sait pas pourquoi elle fait tous ces sauts-là. Mais en fait, en faisant des recherches, j'ai vu qu'elle était sur des braises. Donc à chaque fois, on voit ces sauts qui sont... parce qu'il y avait toujours des grands feux de camp quand il y avait la fête du printemps. Et la suite de quoi, évidemment, il ne reste plus que les braises. Et voilà. Juste à rajouter, je ne sais pas si c'est en option, mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'il y aura un tirage au sort pour que le gagnant parte avec la jeune vierge qui sera sacrifiée? Je vais demander aux parents de la jeune vierge, mais je pense pas. C'est un premier spectacle russe à La C'est Réunion? le premier spectacle russe, oui, à La Réunion que je monte, et c'est la première reprise, la deuxième ayant eu lieu en 70, donc c'est la deuxième reprise depuis 1970 de ce spectacle. Il n'y a pas eu d'autres. Si, bien sûr, il y a plein de ballets contemporains. Il y a une dizaine, je crois, d'œuvres qui se montent chaque année depuis 1913, qui sont des ballets contemporains, où chacun a sa page blanche, musique de Stravinsky, et fait ce qu'il veut dessus. Mais là, c'est vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose qui était très puriste. Donc vraiment rester dans la tradition, alors, surtout respecter, je pense, L'idée de Nijinsky. voilà, l'idée de l'auteur au départ. Voilà, l'idée du chorégraphe, essayer de retrouver vraiment son intention. Il y a un petit côté de vous, un peu nostalgique de ces grandes années de la culture russe, des grands bals d'Europe, que ce soit en Autriche, à Vienne, que ce soit en Russie, que ce soit à Paris. Ces moments-là, ça reste des moments magiques. Bien sûr, surtout que lorsque j'étais enfant et que j'allais au conservatoire, mon professeur ne nous parlait que de ça, donc c'était sa vie, donc c'est en moi, c'est mes racines, j'ai toujours, de plus par mes origines, c'était quelque chose, que ça soit le tempérament, que ce soit, tout ça c'est resté, c'est imprégné. D'accord, donc ça veut dire que vous avez aussi un petit pincement au cœur pour la chanson de Gilbert Bécaud? Bah oui, c'était un fan de Russie, donc rien que le personnage déjà, bien sûr. Ouais, et je répète souvent, c'est grâce à lui qu'il y a maintenant un café Pouchkine à Moscou.
Oui, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'est grâce à sa chanson. Sa chanson, oui, parce que les touristes, à chaque fois qu'ils arrivaient sur la place Ils rouge, réclamaient le café de Pouchkine, et finalement, ils ont construit un café Pouchkine. Comme ça, on leur répond plus aux questions, c'est là, voilà. J'allais dire la grandeur de la grande Russie aujourd'hui. Je parle pas de politique, je parle de culture. C'est dommage aujourd'hui qu'on en parle un peu moins, hormis les chœurs comment on appelle encore cette grande troupe. Du Bolchoï, Il y a ça. Saint-Pétersbourg. Il y a également la. Non, on regardera ici. La question, c'est, j'allais dire, je retrouverai tout à l'heure, mais la question, c'est vrai que la grandeur de la Russie, quelque part, c'est un petit peu. Il y avait la grandeur de la Russie, parce qu'il n'y avait pas encore ailleurs, rien ne s'était vraiment développé dans le monde artistique, je veux dire dans le monde de la danse classique. Maintenant, il existe tellement de grandes compagnies de danse classique partout dans le monde qu'on ne peut pas parler que de ce qui se passe en Russie. Donc, on parle de tout ce qui se passe à travers le monde maintenant dans la culture de la danse classique. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une exigence qu'on a moins maintenant. Maintenant, on passe plus de temps à essayer de faire de la souplesse en danse que de faire de la respiration. Alors que la danse, c'est pas simplement dessiner des lignes. La danse, c'est respirer, c'est vivre. D'accord, on arrive à la fin, on a dépassé nos 20 minutes. Merci Nicole Mouton. Je rappelle donc qu'il y a donc un spectacle ce samedi, donc 5 mai à la salle Vladimir Canter à l'Université de La Réunion. Ce spectacle s'appelle Le Sacre du Printemps, donc l'occasion de voir un petit ou de se rapproprier, de vibrer de nouveau avec la culture russe. Merci pour beaucoup toutes ces informations.